Allez, mais ce que je vous propose, c'est qu'on commence. Je vais présenter rapidement le groupe pour ceux qui ne nous connaîtraient pas encore. Donc le groupe Inextinso, c'est le leader de l'expertise comptable et du conseil, en France. On intervient pour l'essentiel sur l'ensemble des TPE, PME en France, un petit peu à l'international aussi pour certaines activités, mais principalement pour les entreprises, en France. On fait à peu près 600 millions de chiffre d'affaires. On a 280 agences, sur toute la France et on a à peu près 7 300 collaborateurs qui interviennent sur l'ensemble des secteurs d'activité, je dirais traditionnels de l'expertise comptable et du conseil. Donc de manière générale, tout ce qui est expertise à la fois comptable, financière, tout l'accompagnement à la création, sachant qu'une des particularités de notre groupe est d'avoir structuré en fait l'intégralité de ces activités à 360 pour, répondre à l'ensemble des besoins de nos clients et des créateurs d'entreprises et des personnes qui ont des problématiques d'entreprise. Donc ça va effectivement, de l'expertise, comptable et sociale assez traditionnelle, l'appui en matière juridique qui se fait, par 2 biais au sein du réseau, à la fois par les juristes qui sont en interne dans, les cabinets d'expertise comptable du réseau Inextinso et également dans le cadre d'Inextinso Avocats. Vous rencontrerez tout à l'heure Tiffany, Dumas, qui est avocate au sein du réseau et donc on a 8 cabinets d'avocats qui ont intégré le réseau qui s'appelle Inextinso Avocats aujourd'hui avec 18 associés. À aujourd'hui, le métier du droit au sein du groupe, c'est environ 500 professionnels répartis sur, un peu moins d'une centaine d'agences. Donc on intervient à peu près sur toute la France, sur l'ensemble des secteurs d'activité, de nos clients, que vous soyez des TPE, des PME, également des collectivités, des professions libérales. On intervient principalement pour ce qui est d'Inextinso en accompagnement, soit des dirigeants, soit des associés, d'entreprise. Sur Inextinso Avocat, ça peut être aussi, en partie sur des particuliers et dans tous les domaines du droit avec, bien évidemment plutôt une orientation sur le droit des affaires de manière générale, la fiscalité, avec des spécificités aussi, puisqu'on a des particularités dans le réseau, avec notamment un certain nombre d'avocats qui sont spécialisés en droit fiscal, sur la propriété intellectuelle, dans l'immobilier, la construction, y compris une grosse partie sur le tourisme, l'hôtellerie, la restauration. Et donc, du coup, on intervient pour la partie des métiers juridiques, à la fois en conseil et en contentieux pour la partie avocat. Donc, je vais me présenter rapidement et Tiffany va se présenter. Donc moi, je suis directeur juridique au sein de l'agence de Bordeaux et j'interviens, comme je viens de le dire, sur un petit peu tout l'ensemble du spectre du droit des affaires, la fiscalité, avec quelques particularités, je dirais, géographiques. Euh, et Tiffany, si tu peux te présenter. Bonjour à tous. Alors, je suis Tiffany Dumas, je suis avocate associée au sein d'Inextenso Avocat. Je suis située à Toulon. Et pour ma part, ma principale spécialité, c'est la protection des données, la propriété intellectuelle, le RGPD et l'informatique, mais aussi plus largement toutes les problématiques contractuelles et notamment, on appelle ça le droit économique, contrat de consommation, contrat avec les professionnels. Donc, plein dans la thématique que nous allons aborder aujourd'hui, que ça soit, tant qu'en conseil, mais aussi en contentieux. Alors, ce que je vous propose, c'est on va démarrer parce qu'on a tout un ensemble de questions qui tournent autour du droit des contrats commerciaux, puisque c'était la thématique qu'on vous a proposée aujourd'hui pour ce direct du droit. Alors, c'est une thématique qui est volontairement large, mais vous allez voir, il y a pas mal de sujets qui vont pouvoir être évoqués. Bien évidemment, comme sur l'ensemble des directs du droit, vous pouvez poser des questions en direct sur le chat si vous souhaitez des compléments. On essaiera de les traiter au fil de l'eau, si possible, Alice nous les communiquera, ou en les raccrochant à des questions. Dans l'idée, on a fait 3 thématiques avec Stéphanie. Une première partie qui va être sur la mise en place de la relation contractuelle.
pour vous redonner un petit peu de contexte sur la façon dont s'organise un contrat et les différentes clauses. Une partie sur la vie du contrat en lui-même, c'est-à-dire son évolution une fois que le contrat a été mis en place, et une dernière partie, malheureusement, assez envisageable, qui est la fin de ce contrat et éventuellement les suites qui peuvent arriver une fois que le contrat est arrivé à terme ou quand il y a éventuellement des litiges. Donc la première question que vous avez soulevée, qui nous avait été adressée, était de savoir s'il existe plusieurs types de contrats commerciaux et si oui, lesquels. En réalité, la notion de type de contrat commercial, elle ne se pose pas réellement, puisqu'il y a par nature un type de contrat commercial, c'est celui qui est prévu pour l'essentiel à la fois par le code de commerce et par le code civil, qui fixe un ensemble de règles qui sont assez communes à tous les contrats commerciaux, quelle que soit leur nature. Ce cadre général, il est lié à la fois dans le code civil aux règles du contrat, c'est-à-dire qu'il y a un ensemble de règles à la fois de forme, de contenu, un ensemble de solennités, un ensemble d'éléments qui doivent obligatoirement figurer dans un contrat pour que ce contrat existe. Ça, c'est pas une nouveauté pour tous ceux qui ont déjà vu des contrats. Et le code de commerce rajoute, en réalité, en plus de ces prérequis du code civil, un certain nombre d'obligations qui sont liées, en réalité, au fait qu'on rattache cette activité au code de commerce. Et en découle en réalité de ça, soit dans la pratique, soit même dans le code de commerce, des éléments spécifiques qui vont être nécessaires en fonction du type de contrat qu'on va mettre en place. Ça peut être un contrat de vente ou un contrat de prestation de service. Bien évidemment, on ne va pas avoir un contenu strictement identique, même si l'architecture globale du contrat peut sembler très similaire. De la même façon, on a dans le code de commerce des réglementations spécifiques pour les contrats de distribution qui se sont développées aussi avec la pratique. Tiffany en reparlera aussi en suivant sur, par exemple, les contrats de franchise, les contrats de distribution exclusive, qui sont en réalité des briques que l'on va rajouter à un socle commun de contrat, mais qui sont liés à des besoins en fait opérationnels pour que le contrat fonctionne correctement. Et on va retrouver de la même façon dans les types de contrats commerciaux une réglementation spécifique, par exemple, pour les baux commerciaux. Bien évidemment que ça reste un contrat civil et commercial par nature, mais avec une réglementation spécifique relative aux baux commerciaux, duquel on ne va pas pouvoir dévier. Donc en réalité, il n'y a pas vraiment plusieurs types de contrats. Il y a des typologies, c'est peut-être un peu sémantique, mais il y a des typologies de contrats un petit peu différents, mais en réalité, un seul vrai contrat commercial au sens de la loi. Alors après, c'est vrai que la typologie le type de contrat commercial qu'on va retrouver le plus souvent, ce sont les conditions générales, qu'elles soient, comme disait Pierre, de vente ou de prestation de service. À savoir que c'est vrai, en Europe, enfin en France en particulier, on a moins l'usage de comprendre l'utilité de ces conditions générales. On a plus de les formaliser, surtout par écrit, mais sachez que c'est rarement un des contrats que clairement le Code de commerce, notamment à l'article L441-1 du Code de commerce, place comme fondement de la relation commerciale. Donc, c'est vrai qu'on on vous encourage vraiment, s'il y a un contrat commercial à retenir et à mettre en place, ce sont ces conditions générales, parce que c'est à partir de là, du moment qu'elles existent, qu'on peut bâtir toute une relation commerciale. Du coup, je t'introduis la deuxième question. Eh bien, allons-y. Donc, comment bien rédiger un contrat commercial? Quels sont les risques s'il est mal rédigé? Alors, bien rédiger un contrat commercial, en réalité, c'est même se poser la question avant même de rentrer sur l'aspect rédactionnel, qui est déjà un aspect déjà bien avancé. Le premier conseil qu'on peut donner, c'est d'éviter le copier-coller ou l'idée de CERFA ou de contrat qui pourrait être le même pour tous. Ça, c'est principalement le gros écueil que l'on rencontre, nous, dans notre profession. C'est que très souvent, par souci d'économie au démarrage, beaucoup d'entrepreneurs envisagent de prendre finalement un succès d'année d'un contrat
qu'ils ont récupéré, soit chez un voisin, un copain, quelqu'un qui est entrepreneur, qui a une activité assez similaire, voire même sur Internet, notre grand ami. Et on va récupérer un contrat qu'on va remodeler un petit peu à sa sauce. Ça, c'est, je dirais, le principal écueil dans lequel il faut absolument pas tomber. C'est-à-dire que par moment, il vaudrait mieux même à la limite ne pas écrire un contrat que prendre le contrat de quelqu'un d'autre et de vouloir le mettre à sa sauce. Un contrat par nature, alors c'est notre position de juriste bien évidemment, il est forcément adapté à la situation et à une entreprise en particulier. C'est-à-dire que sauf à considérer que mon entreprise soit exactement la même que celle de mon voisin, et dans ce cas, ça pourrait éventuellement se défendre de faire un duplicata, encore que, mais en réalité, toutes les entreprises d'un même secteur ne fonctionnent pas de la même façon, n'ont pas la même réaction, n'ont pas la même organisation en interne, n'ont pas exactement les mêmes clients, n'ont pas exactement le même fonctionnement en interne. Et le contrat, il est là pour habiller justement quelque chose de très opérationnel qui est propre à l'entreprise. Donc ça veut dire que si par cas on prend un copier-coller de quelqu'un d'autre, ben, ça suppose de se mettre exactement dans les mêmes pas que lui. Ça veut dire fonctionner exactement de la même façon. Sinon, la difficulté, c'est qu'à un moment donné, à la couture, ben, le contrat, il va pas fonctionner correctement, puisqu'en réalité, je vais pas avoir en interne le fonctionnement qui colle avec ce contrat. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on est obligé systématiquement de rédiger forcément un nouveau contrat systématiquement pour tout nouveau client. Tiffany le disait tout à l'heure, la mise en place de conditions générales aussi au sein de l'entreprise, elle a cette vertu-là de se dire, on se pose peut-être pas une fois pour toutes, mais assez régulièrement la question de quel est le cadre juridique dans lequel je veux faire intervenir mon entreprise. Ça va me donner un socle qui est applicable à tous les contrats que je vais mettre en application dans mon entreprise, une politique contractuelle. Et derrière, en fonction de ça, je vais adapter ce cadre au cas par cas avec chacun de mes clients, avec certains fournisseurs, dans les limites que je peux éventuellement négocier. Bien évidemment que quand je suis prestataire, j'ai une marge de manœuvre de négociation où je peux plus ou moins imposer un certain nombre de choses en fonction du client que j'ai en face. On ne peut pas forcément toujours imposer un cadre et un contexte juridique à ses clients. Des fois, il nous est aussi imposé par nos clients. Ça va être le cas, par exemple, des marchés publics dont on va reparler tout à l'heure. Mais en réalité, bien rédiger un contrat commercial, c'est avant tout se poser la question de savoir comment on va fonctionner en interne sur la relation et le parcours avec ses clients et ses fournisseurs. Une fois qu'on a fait ce contrat-là, finalement, rédiger un contrat commercial, c'est surtout, si on peut recommander quelque chose, c'est quelque chose sur lequel on n'est pas forcément habitué, nous, en tant que juristes, on va avoir tendance à faire du juridisme et à faire des pages, mais il ne s'agit pas de faire des pages pour faire des pages. Il faut écrire des choses claires, simple et compréhensible. C'est-à-dire que si ça n'est pas compréhensible de votre client ou de votre fournisseur, c'est que la clause, en réalité, à un moment donné dans son exécution, elle va devenir complexe à être mise en place. Et on va en arriver à ce risque-là, c'est que si on n'a pas prévu des clauses pour la survie du contrat, notamment quand il est mal rédigé ou quand il y a une difficulté, ce qu'on appelle des clauses de force majeure, des clauses d'assurance, de sauvegarde, tous ces éléments-là, si on ne les a pas prévus, et notamment si on n'a pas contextualisé le contrat, c'est aussi un élément qui est important, qui est de dire, c'est pas parce que je fais un contrat que forcément tout le monde comprend de l'extérieur pourquoi il a été fait. Un contrat par principe, l'acheteur et le vendeur, si je prends l'exemple tout simple d'une vente, savent bien l'un ce qui est à acheter et l'autre ce qui est à vendre. La seule vertu du contrat, c'est de finalement donner un guide de lecture pour le cas où ça se passerait mal. Puisqu'en réalité, quand tout se passe bien, on pourrait très bien se dispenser de rédiger un contrat par écrit. Quand vous allez dans votre boulangerie et que vous achetez une baguette à 90 centimes, vous signez indirectement un contrat d'achat avec votre boulanger et pourtant, ça ne vous vient pas à l'idée de faire 25 pages dessus. Intuitivement, vous savez que l'un doit livrer une baguette et l'autre doit payer 90 centimes. Bon, pour peu que la baguette soit mangeable, le contrat, il est correctement exécuté. En réalité, le contrat, il n'a d'intérêt, encore une fois, que si je viens a posteriori essayer de voir, quand il y a une difficulté, qu'est-ce qui, à l'origine, était prévu? C'est-à-dire de formaliser par écrit, de contextualiser l'objectif même de ce contrat.
Et c'est là où on en arrive souvent à une zone de risque, c'est que si effectivement on n'a pas bien anticipé ces sujets, ben, on arrive sur une deuxième partie qui est plus risquée, éventuellement conflictuelle, qui est gérée principalement en matière judiciaire. Dans le Donc, je cas vois de qu'on a l'approche, des premières questions. Pardon. Il y a des premières questions dans le chat en rapport avec celle-ci. Donc, vers qui se tourner pour rédiger des conditions générales et quel est le coût? eh bien justement, j'allais en profiter pour rebondir sur ces questions-là, sur les 3 questions. Il y a aussi, vous sera-t-il possible de donner les clauses nécessaires à tout contrat commercial? Même si j'entends qu'il doit s'adapter à chaque entreprise, projet, eh bien, de manière, je vais répondre à ces 2 ou 3 questions en même temps, parce que ça répond bien à la question de quels sont les risques s'il est mal rédigé. C'est que pour savoir quelles sont les clauses dont on a besoin, il faut commencer à estimer quels sont nos risques juridiques. On va commencer par analyser votre modèle d'affaires et identifier quels sont les risques juridiques que vous avez dans le projet d'entreprise ou le projet de partenariat commercial que vous êtes en train de monter. À partir de là, c'est l'intérêt en fait du contrat, c'est un peu comme une assurance vie, c'est de venir identifier comment je peux contenir ces risques pour éviter qu'ils ne se réalisent ou en cas, s'ils se réalisent, eh bien plutôt qu'ils se règlent à votre avantage. Ça, on veut venir interpréter ou identifier le judiciaire. Et donc, dans tous les cas, dans l'estimation qu'on va faire, donc pour la question 1, pour rédiger les conditions générales, commencez par vous orienter par un professionnel du droit qui va justement estimer en plusieurs étapes, selon son expérience et son habitude en fait de rédiger de tels actes, eh bien, le temps qu'il va mettre pour estimer et faire cet audit juridique avant de procéder à la rédaction de l'acte et à la révision avec vous de manière très opérationnelle, hein, de votre projet d'entreprise, si c'est de manière générale la rédaction de conditions générales ou si c'est de manière particulière sur un projet commercial en particulier, eh bien, le montage de ce projet commercial. C'est en fait une matière qui est très, très concrète et on va vraiment décortiquer et parfois ça va même venir à faire évoluer sur certaines pratiques que vous n'aviez pas identifiées de manière spontanée. Donc, c'est apporter un autre point de vue. Donc, le coût, on ne peut pas vous donner un coût, un prix comme ça sera en fonction, ça sera estimé vraiment en fonction de chaque projet. Pour les principales clauses, eh bien voilà, les principales clauses, c'est déjà commencer par identifier de quoi on parle, quelles sont les responsabilités et les obligations de chacun et quels sont les enjeux, un peu comme quand on analyse un business model dans le cadre d'un SWOT, enfin, commencer par analyser vos enjeux, vos opportunités, vos risques, et à partir de là, on va venir les rédiger, donc les matérialiser dans le cadre d'un contrat pour justement clarifier la volonté de chacune des parties et faire en sorte que, comme le disait Pierre, le jour où il y a des interrogations sans forcément aller sur un litige ou un différend qui est né, eh bien qu'on soit clair en fait dans les issues et dans la volonté qu'on a voulu donner à ce contrat-là. Alors justement, ça rejoint la question qui avait été soulevée, qui était de savoir comment rédiger une clause justement sur les obligations légales que doit satisfaire une entreprise sans faire une liste qui pourrait être non exhaustive, hein. On l'a bien vu, c'est difficile effectivement de lister de manière exhaustive, même si encore une fois il y a un cadre commun. Il faut qu'on, grosso modo, dans n'importe quel contrat, il y a tout un ensemble mécanique qu'il faut qu'on retrouve, hein, bien évidemment, une structure, une architecture globale qu'on retrouve, mais thématique par thématique de contrat, effectivement, on peut avoir des listes complémentaires de sujets qui sont importants à regarder et savoir quelles sont ces clauses indispensables. Donc, Tiffany venait d'en parler à l'instant, il y a le caractère indispensable d'un certain nombre de clauses qu'elle a évoquées, mais il y a un point que tu as évoqué tout à l'heure, Tiffany, qui est très intéressant et qu'on oublie souvent dans le cadre de la mise en place de contrats, c'est cette notion de politique générale d'entreprise, si tu peux recompléter ce point.
Oui, alors sur la politique générale, ça, c'est surtout un outil, un instrument qu'on va utiliser dans la mesure où on n'est pas en capacité de soumettre son propre projet de conditions générales, mais qu'on est plutôt soumis, comme dans les marchés publics ou quand on a affaire à des clients grands comptes, à leur propre contrat qu'ils essayent de vous imposer. En introduction, je vous ai expliqué que du moment que vous avez vos conditions générales, c'est le socle, légalement, ça devient le socle de la négociation. C'est-à-dire que c'est la base de travail pour commencer la négociation commerciale et contractuelle. En établissant une politique générale, ça vous donne déjà une idée de quel est votre niveau, au niveau de votre entreprise, quels sont vos enjeux et vos contraintes juridiques et quelles sont les limites que vous ne voulez pas dépasser, notamment dans l'engagement de votre responsabilité contractuelle. En voyant et en décortiquant, on le retrouve assez souvent aussi dans les contrats de distribution, enfin, si vous travaillez avec des contrats de distribution, où aujourd'hui il y a un encadrement sur les pénalités logistiques qui sont assez rarement négociées, mais qui au quotidien, de manière très très opérationnelle, ont un fort impact sur le chiffre d'affaires réalisé et la rentabilité du partenariat commercial projeté. Mais si en amont, vous définissez votre politique générale ou par exemple, en fait, vos règles de pénalité logistique, ce que vous êtes prêt à accepter ou pas par rapport à votre grand distributeur, tout en étant collé en fait à la protection légale qui est mise en place, ça vous permet déjà de pouvoir avoir un socle de négociation avec ces grands acteurs en disant non, nous ne pouvons pas aller au-delà de ça, et puis peut-être aussi d'analyser en amont en fait la rentabilité du partenariat commercial. Est-ce qu'au vu finalement de cet enjeu de cette offre purement financière et commerciale qu'on vous propose, est-ce que derrière les contraintes juridiques font que ce partenariat en vaut encore la peine, ou n'y a-t-il pas plutôt un moyen de faire machine arrière, n'est-ce pas, peut-être de la poudre aux yeux dans le cadre du contrat commercial. C'est vrai que assez souvent, donc l'intérêt de créer cette politique générale, c'est de pouvoir aussi estimer en amont, en fait, la valeur d'un partenariat commercial que vous êtes en train de construire, quand bien même vous êtes confronté à ne pas pouvoir imposer vos propres clauses. Si je peux compléter le propos de Tiffany, et ça va faire le lien avec la deuxième question sur la notion de clause indispensable, je dirais que intuitivement, et pour faire le lien avec la question suivante, où on me demandait si on peut utiliser des clauses qui apparaissent régulièrement dans des contrats, mais qui sont sans valeur juridique. Ben, je dirais que c'est le pire écueil dans lequel on puisse tomber après avoir fait un copier-coller du contrat de quelqu'un d'autre, c'est justement de mettre des clauses qui ne sont pas nécessaires au contrat. Un contrat, par nature, ne devrait contenir que des clauses qui sont indispensables. Donc c'est intuitivement, je dirais, ça c'est une position un peu de juriste, mais par nature, on ne devrait pas ou on devrait s'interdire en tant que juriste ou en tant que chef d'entreprise d'écrire quelque chose qui n'est pas indispensable. Parce que ça veut dire qu'en réalité, on est en train de s'écrire son propre piège pour l'avenir. Parce que si cette clause n'est pas indispensable au contrat, pourquoi on la fait? Si elle a un intérêt purement cosmétique, la cosmétique en droit, elle est parfois très contraignante parce qu'elle peut entraîner un biais d'analyse quand on la regarde a posteriori. C'est-à-dire quand on vient écrire des choses qui ne sont pas indispensables, ben en réalité, le tribunal, un adversaire à un moment donné, quand on rentre dans une relation un peu conflictuelle, va prendre appui justement sur tout ce qui est écrit pour essayer de contextualiser le contrat. Et donc tout ce que l'on pense être non nécessaire à un moment donné peut, si on le regarde rétrospectivement, prendre un intérêt à la lecture a posteriori qui n'est pas forcément toujours favorable à l'entreprise. Donc moi j'aurais tendance à dire que quand vous relisez un de vos contrats à froid, si déjà vous ne voyez pas l'utilité de la cause, c'est peut-être l'intérêt de se dire peut-être que je pourrais très simplement la supprimer du contrat parce qu'en réalité elle ne porte pas atteinte à l'équilibre même du contrat. Les seules vraies clauses indispensables, comme l'a dit Tiffany, c'est celles qui vont avoir une utilité dans la vie même du contrat, c'est-à-dire définir la prestation, l'objet même du contrat, le prix, la mécanique de détermination du prix, tout un ensemble de choses, le fonctionnement des lois qui sont impératives et à condition encore qu'elles ne soient pas elles-mêmes impératives dans un code spécifique, parce que le code de commerce a cet avantage-là aussi, de prévoir tout un ensemble de règles
qu'il n'est pas indispensable de réitérer dans un contrat. C'est-à-dire que si c'est pour faire du papier et rajouter l'article tant dit ça dans le code de commerce, oui, mais ça on le savait déjà, c'est écrit dans le code de commerce. En réalité, le seul intérêt de s'adosser à un article du code de commerce, c'est d'aller éventuellement se nicher dans des exceptions que la loi permet parfois, ou de venir compléter une mécanique qui est déjà définie dans le code. Mais si c'est juste pour faire un duplicata de ce que quelqu'un d'autre a déjà écrit, probablement mieux que ce qu'on le ferait, parfois, c'est un peu piégeux. Voilà, c'est une première chose de dire, voilà, ce qui est indispensable, c'est qu'est-ce qu'on vend ou qu'est-ce qu'on produit en contrepartie de quelles obligations pour chacune des parties et qu'on définisse clairement les obligations, la durée du contrat bien évidemment, les modalités financières, les modalités, comme l'a dit tout à l'heure Tiffany, de survie du contrat et d'exécution du contrat en cas de litige sont importantes. Mais ce n'est pas le Graal non plus du contrat. Je veux dire, si on ne les a pas prévus ou si par cas, Tiffany le disait tout à l'heure, parfois on n'a pas une marge de négociation aussi dans le cadre de marchés publics ou privés parce qu'on répond à un cahier des charges qui nous impose un cadre juridique assez strict. C'est juste de dire, dans le cadre de ce cadre strict, voilà, moi, les demandes que j'ai particulières, qui sont des conditions particulières de ma politique générale de mon entreprise, parce que moi, je fonctionne comme ça. Si d'ores et déjà vous répondez au marché, c'est qu'a priori, vous avez accepté le deal de rentrer dans ce cadre juridique. Donc en réalité, on ne va pas pouvoir écrire énormément de choses qui vont me permettre de déborder du cahier des charges. Donc avoir des clauses qui sont sans réelle valeur juridique, oui, il y en a, mais encore une fois, attention à ces éléments qu'on va inclure dans le contrat si par nature on sait qu'ils ne doivent pas avoir de valeur juridique. À un moment donné, ils risquent d'en avoir. Enfin, je ne sais pas quel est ton avis, Tiffany, sur ce point. Alors, moi, ça me fait penser à souvent, en fait, il faut aussi estimer quelle typologie d'entreprise vous êtes, parce qu'il y a de nombreuses clauses, en fait, qui sont des contraintes pour des entreprises grands comptes. On le revoit sur des clauses d'éthique, aussi parfois des clauses de non-débauchage. Mais qui finalement sont des obligations légales pour ces entreprises de plus de 1500 à 3000 salariés, mais n'ont pas en fait les mêmes obligations et le même besoin quand on est une TPE ou une PME. Donc aussi savoir quelles sont les clauses sans valeur juridique, ça revient encore au sujet. Posez-vous la question quand vous êtes en train de prendre ou de copier le contrat de quelqu'un d'autre, est-ce que vous êtes exactement dans la même situation juridique? Est-ce que vous avez la même manière de fonctionner? Est-ce que vous êtes de la même taille? Est-ce que vous êtes sur le même marché? Parce que très souvent aussi, je vois des clauses qui ont été copiées-collées où on a l'impression en fait qu'on est sur le même marché, sauf qu'on est un acteur complètement différent sur le marché. Et donc là, vous allez identifier les clauses qui sont réellement sans valeur juridique, parce que ce sont des clauses d'éthique, des déontologies qui finalement n'ont pas de conséquences derrière ou un simple rappel à la loi. Je le vois assez souvent dans certaines clauses de force majeure où on se contente de rappeler une jurisprudence, alors qu'entre-temps, la jurisprudence a été formalisée de manière légale. Et alors justement, toi qui as une expertise particulière, notamment sur la partie propriété intellectuelle et protection des données, on nous a soulevé la question de savoir comment rédiger la clause de RGPD, donc sur la protection des données, justement, sans rentrer trop dans le détail, mais toi qui as une expertise particulière sur ce secteur. Alors, la question, c'est pas tellement de se poser. Alors, dans la clause RGPD, on a pas mal de sujets, de thématiques qui sont obligatoires, donc que le RGPD oblige à traiter. Donc, la première question qu'il faut se poser, donc là, on est vraiment peut-être sur de la technique RGPD plus que sur le sujet du contrat commercial, c'est de savoir au regard du RGPD, quel est mon rôle dans le contrat. Et ce rôle dans le contrat n'est pas forcément le même que celui que vous avez défini dans le contrat commercial. Pour parler un peu jargon, il y a différents rôles. Il y a celui du responsable de traitement, il y a celui du sous-traitant. On peut être dans le cadre d'une responsabilité conjointe. Et en fonction de cette qualification qu'on a fait au regard du RGPD et qu'on sait identifier quelles sont les données à caractère personnel qui font l'objet, enfin qui sont au cœur en fait de la problématique de ce contrat commercial, de ce partenariat commercial, on va pouvoir en définir les clauses qui sont
et les obligations d'information qui sont indispensables dans le cadre du contrat. Donc, par exemple, dans un contrat de vente, eh bien, ce qui est important, c'est d'expliquer toutes les données qui sont traitées et quel est son rôle, qu'est-ce qu'on fait avec les données qu'on va venir collecter dans le cadre d'une vente. On n'a pas besoin de parler de la prospection commerciale à ce niveau-là ou d'autres obligations d'hébergement ou légales qui ne concernent pas le contrat de vente en lui-même. Pour rester synthétique dans le cadre d'une clause RGPD, il faut savoir quel est le rôle qu'on a exactement au regard du RGPD dans cette typologie de contrat, et ensuite quelles sont les obligations et les traitements indispensables dans le cadre de l'opération commerciale qu'on est en train de monter. À partir de là, vous avez le minima nécessaire dans votre clause RGPD. Et donc, il nous reste 30 minutes. Donc, on avait une question suivant sur les mentions légales obligatoires à vérifier et à indiquer. Alors, c'est assez difficile en réalité de répondre à cette question parce que pour le coup, elle est très générale. Alors, on peut néanmoins aborder la réponse sous cet angle-là, à savoir qu'il y a quand même, comme tout document commercial d'une entreprise, on est astreint à la présence d'un certain nombre de mentions légales qui doivent figurer sur tous les documents d'entreprise. C'est-à-dire tous les éléments qui juridiquement permettent à minima d'identifier les parties, d'identifier la date à laquelle les parties sont convenues d'un certain nombre de choses. Donc à minima, la date de signature, la date d'effet sont des éléments qui sont indispensables à la validité d'un acte et notamment à la vérification d'un point qui est fondamental pour nous juridiquement, qui est la capacité. La capacité, c'est un point que pour les non-juristes, ça peut sembler assez extérieur, mais on a très souvent tendance à regarder un contrat en pensant qu'il est valable pour ce qu'il y a à l'intérieur, mais sans regarder forcément tout l'aspect purement formel. Nous, la première chose en tant que juriste que l'on regarde et qu'on apprend, nous, à contrôler, c'est justement la conformité d'un acte, au-delà même avant du fond, c'est de regarder le formalisme de l'acte lui-même. À savoir, est-ce que l'entité, par exemple, juridique qui va signer le contrat existe? Ça peut sembler très bête, mais il peut arriver, voire même très régulièrement, qu'on trouve dans la nature des contrats dans lesquels une société est référencée par un numéro d'identification, ce qu'on appelle un numéro sirène, qui n'existe pas. Ça peut être un copier-coller malheureux, ça peut être une erreur d'écriture, mais néanmoins, ce numéro, il est un petit peu comme votre numéro de sécurité sociale qui permet de vous identifier personnellement et de vous retrouver. C'est le numéro qui va permettre d'identifier une entreprise. Ce numéro, il y a plein de motifs pour lesquels il peut ne pas exister. Ça peut être de la simple erreur d'écriture jusqu'à la véritable erreur juridique qui est que la société n'existe plus. Et donc en réalité, avoir un contrat qui, dans son contenu, est parfait, mais avec une société qui n'a pas d'existence légale, autant ne pas avoir de contrat en réalité, puisqu'il ne pourra pas s'exécuter. Donc ça fait partie des éléments de mention légale qui sont à vérifier impérativement, mais que vous soyez à la limite à l'origine du contrat ou que vous le receviez en tant que client, c'est le même réflexe à avoir de toujours se dire, mais finalement, est-ce que le contrat que je suis en train de signer est bien la traduction de l'échange que j'ai eu avec la personne? Est-ce que c'est bien la société dont on parle et pas une autre société qui est située dans un autre pays, qui est représentée par une personne que je ne connais pas? C'est un point qu'on aborde souvent avec nos clients quand ils font l'objet de fraude, notamment aux dirigeants, où vous avez des mails qui circulent et avec des demandes de paiement qui sont faites dans des grandes ou moyennes entreprises, en général peut-être des fois sur des petits paiements ou moyens paiements, qui passent à la trappe parce que justement, on ne vérifie pas qui est le signataire du contrat ou de la demande. On ne vérifie pas qui est son interlocuteur en face. Et donc, on se retrouve des fois à faire des erreurs dans le cadre du contrat parce qu'on n'a pas vérifié justement qui est le signataire. Et puis, il y a un autre élément qui est fondamental aussi, au-delà de numéro de TVA, de numéro d'identification de la société à contrôler, de mention légal, on l'a dit tout à l'heure, les mentions sur le prix qui doit être stipulé en chiffres et en lettres, ça vaut ce que ça vaut, mais ça reste une obligation du Code civil néanmoins. Donc à partir du moment où effectivement je vais avoir des fois des distorsions dans l'écrit entre ce qu'on a mis en chiffres à un endroit dans un contrat ou dans des conditions particulières et dans un contrat général, bah,
on va se réfugier finalement derrière ces obligations légales qui sont définies elles-mêmes par le Code civil et le Code de commerce. Et c'est là où on peut être tenté, Tiffany le dira après, dans le cadre de la survie du contrat, des fois sur l'aspect judiciaire des choses, avant même d'aller sur le fond, des fois on retoque un certain nombre de contrats déjà sur le formalisme lui-même et l'inexistence du contrat. Donc l'absence de ces mentions légales peut porter atteinte à l'existence du contrat. Donc ça, c'est vraiment des éléments importants à vérifier et surtout, à minima, déjà de vérifier que le contrat en lui-même est signé. Ça semble idiot, mais c'est un prérequis. Un document qui vous est envoyé tant qu'il n'a pas de signature, quel que soit le format de sa signature, à condition qu'elle soit légale, n'a pas d'existence légale. En réalité, il ne forge qu'une intention des parties, pas réellement le cadre du contrat. Donc, avoir un contrat non signé, sauf à prouver le contraire par d'autres biais, rend assez complexe cette opération-là. Et c'est un sujet qu'on a souvent sur la partie conditions générales de vente, souvent qui n'est pas signée par les parties en complément d'un devis, justement. Ça pose une difficulté parce qu'en réalité, on signe le devis en disant à son client, signez-moi le devis parce que je vous propose telle prestation à tel prix. Mais ça, c'est la face purement opérationnelle du contrat, c'est-à-dire les éléments particuliers. Si on n'a pas référencé les conditions générales, comme évoquait tout à l'heure Tiffany, mais en réalité, il nous manque dans l'architecture juridique quelque chose pour rendre le contrat certain. Alors après, sur les conditions générales, si je peux enrichir, en fait, c'est un document qui est encore très particulier parce qu'on appelle ça un contrat d'adhésion. Donc, c'est un contrat qui n'a pas été négocié et quand vous êtes notamment dans une relation B2C, vous avez l'obligation de les fournir avant même de conclure un quelconque contrat. Donc, c'est vrai, avec l'obligation de les fournir par avance, elles sont valables même sans signature. Et dans le cadre en fait des conditions B2B, c'est le socle de la négociation. Donc du moment qu'on peut démontrer, c'est plutôt une question de preuve, du moment qu'on peut démontrer qu'elles existent, qu'on les a fournies, elles sont valables. Donc c'est vrai que assez souvent, c'est plutôt quand on est sur des parcours e-commerce, eh bien on n'a pas besoin de les signer, c'est d'ailleurs compliqué à mettre en place, mais on le considère comme un tout si on le complète avec tout le parcours commercial qui est fait et on considère qu'elles sont valables du moment qu'elles ont été fournies et qu'on peut présenter ce processus de preuve qui a été fourni préalablement à l'engagement. Une autre préoccupation que j'ai beaucoup en contentieux, en fait, c'est alors là, c'est quand on rédige le contrat, on va vérifier que l'autre signe, mais c'est surtout aussi vous. Quand vous êtes, on le voit souvent dans les situations de leasing, quand dans le leasing, pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs acteurs. Vous êtes souvent celui qui va prendre, donc qui est le preneur, qui est le locataire. Eh bien, on vous fait signer les documents, mais derrière, vous avez d'autres signataires, donc une banque ou une société de financement qui n'a pas encore signé le contrat. Et c'est là où très souvent il y a du contentieux, parce que vous n'avez pas contrôlé en fait la totalité du circuit de signature, ni de circuit de date de signature, ni les actes que vous avez signés. Et donc parfois, vous signez par avance des procès-verbaux de livraison, de réception, alors qu'en réalité, vous n'avez rien reçu dessus du tout, parce que c'était le jour de la conclusion du contrat initial, et donc la prestation ou l'objet n'a pas encore été livré au moment de la signature. Donc soyez aussi vigilants, ça fait partie des mentions légales, pour justement éviter qu'on vous oppose, si vous êtes en contentieux alors que vous n'avez jamais obtenu le produit que vous avez souscrit, qu'on vous oppose, mais oui, mais vous avez signé le bon de livraison, et bien aussi d'être vigilant que les dates des actes, que vous signez des actes et que ça soit bien vous qui mettiez les dates auxquelles vous signez les actes, et que les documents en fait qu'on vous fait signer, ce n'est pas un pool de documents de 30 pages où vous avez pas envie en fait de lire. Donnez-vous la peine de regarder parfois ne serait-ce que les titres de ces documents pour vérifier est-ce que c'est le bon moment de signer tel ou tel document. Et justement, il y a une question qui est intéressante qui nous est posée de savoir justement si ces conditions générales doivent être fournies au moment du devis qui va être signé. Tu évoquais tout à l'heure qu'elles doivent être fournies en amont de la démarche commerciale et la démarche formelle.
Qu'est-ce que tu peux recommander sur cette partie-là? Eh bien là, ça dépend déjà de quelles conditions générales on parle. Si on est dans des conditions générales que vous donnez au consommateur, vous avez l'obligation de le fournir avant la fourniture, avant la conclusion du contrat, c'est-à-dire au plus tard au moment de la fourniture du devis, avant qu'il soit signé. Dans les conditions avec les professionnels, la règle est différente, elle est à première demande. Donc, vous pouvez, ce qui n'est pas la meilleure des choses, mais vous pouvez les fournir a posteriori. Elles seront valables du moment que vous avez démontré que vous les avez fournies avant l'arrivée du litige. Après, ça devient assez contestable. Alors, une question qui nous avait été posée sur le fait de savoir, une personne qui nous indique qu'elle n'a pas de contrat de travail en tant que commercial dans lequel il est prévu des objectifs. Comment remédier à cela? Alors, ça nous invite à préciser quand même un contexte en particulier. Il faut bien isoler la relation quand même du contrat de travail pardon, de celle du contrat commercial. Soyons clairs, hein, la notion de contrat de travail qui suppose une subordination à l'égard d'un employeur n'a rien à voir avec le contrat commercial dans lequel on pourrait se situer, par exemple, pour avoir une activité qui peut être très similaire, par exemple, de celle d'un agent commercial ou d'un VRP, enfin de plein d'activités qui peuvent ressembler à une relation dans laquelle on travaille pour le compte de quelqu'un, hein. C'est un contrat de prestation un peu spécifique, ce contrat d'agent commercial ou le contrat de VRP, mais on est à la marge et on a quand même une vraie différence juridique de fondement avec le contrat de travail qui, lui, est adossé au code du travail avec une réglementation très spécifique. Donc, on ne va pas rentrer trop dans le détail ici de la partie contrat de travail et de l'absence d'objectifs qui pourraient poser des problématiques en droit social. On a des spécialistes en droit social qui ont peut-être déjà évoqué ce sujet-là dans d'autres directs du droit où on le fera avec plaisir. Mais néanmoins, la question, on l'a retenue parce qu'elle nous pose quand même une question justement sur ces parties d'agents commerciaux et dans la technique de rédaction du contrat. L'absence d'objectif précis, en réalité, pose, vous l'avez compris dans notre discours depuis le début, une vraie problématique de cohérence du contrat. C'est-à-dire qu'on ne peut pas rédiger un contrat dans lequel on dit qu'on va renvoyer à plus tard la définition de ce qu'on va mettre dans le contrat. Ça n'existe pas dans la vraie vie. Si on n'est pas en capacité de définir réellement l'objectif du contrat, là, dans le cadre d'un objectif, par exemple, commercial, imaginons que ce soit un contrat, non pas de travail, mais un contrat d'agent commercial, on lui donne un secteur géographique avec des moyens de prospection, une recherche spécifique, qu'on lui fixe ou non des objectifs, je dirais que de façon induite, la réalisation du contrat suppose qu'il y ait des objectifs. Si je donne un contrat d'agent commercial à quelqu'un sans lui fixer derrière d'objectifs, soit régionaux, de prospection, de production, de chiffre d'affaires, bon, effectivement, on pourrait ne pas les définir, mais en réalité, autant ne pas signer de contrat avec un agent commercial parce qu'il va représenter votre marque. S'il représente votre marque sans que vous lui ayez défini pourquoi il va le faire et comment il va le faire, ça ne présente à mon sens commercialement en tout cas aucun intérêt. Puisqu'en réalité, si c'est juste pour avoir 50 commerciaux sur la région qui font tous la même chose et qui vont se parasiter, ça pose une vraie problématique de cohérence, encore une fois, du business model. On en renvoie à ce que disait Tiffany tout à l'heure, c'est que le contrat n'a d'intérêt, encore une fois, que s'il vient s'adosser à un business model que l'on veut défendre économiquement. Là, on ne fait qu'habiller juridiquement les objectifs que vous avez définis de prospection, de développement commercial, sauf que ce n'est pas vous qui le faites en interne avec vos salariés. Vous le sous-traitez d'une certaine façon à des commerciaux qui sont en dehors, des agents commerciaux, des sociétés de prospection, des sociétés de prestation de services, peu importe. Mais en réalité, ça n'a pas de sens d'avoir un contrat dans lequel on ne définit pas ses objectifs. Donc, y remédier, en réalité, il n'y a pas 20 000 façons. C'est soit, effectivement, le contrat en lui-même peut exister sans cet élément-là, mais ça me semble assez difficile, soit c'est à un moment donné de rediscuter entre les parties pour fixer un cadre clair des objectifs. Alors, ces objectifs, en tout cas, ils peuvent changer aussi avec le temps. C'est-à-dire qu'on peut très bien avoir une clause très générale dans un contrat cadre, par exemple, et fixer des objectifs temporels, annuels, semestriels, qui peuvent être amenés à évoluer. Mais encore faut-il que dans le contrat, on ait écrit justement la mécanique
qui va permettre de redéfinir par séquence ces objectifs. Parce que si c'est juste de se dire on se tape dans la main pour qu'on ait un contrat entre nous et on verra plus tard comment on va travailler le contrat, je pense que c'est un mauvais indice. Et ça renvoie à la question qui était soulevée tout à l'heure de qui peut m'aider à rédiger un contrat de mandat de vente, mais c'est de manière générale. Je dirais que n'importe quel avocat, juriste qui est rodé au droit des affaires et qui a cette logique de construction de contrat du droit des affaires, c'est-à-dire que sans porter ombrage à qui que ce soit, on ne construit pas des contrats commerciaux comme on fait un contrat de mariage, comme on fait d'autres activités. C'est une spécificité. Alors, bien évidemment qu'on peut faire des contrats simples et que tout le monde pourrait les faire à la limite sans commettre trop d'erreurs. Mais la réalité, c'est que vous ne concevriez pas de demander à n'importe quelle entreprise d'être votre assureur. Donc, il s'agit de demander à un professionnel du droit commercial de vous accompagner et en fait de co-construire avec vous. Nous, on ne rédige jamais seul un contrat commercial. Si vous demandez à Tiffany ou vous me demandez à moi de rédiger un contrat, avant même qu'on rentre dans l'étape de rédaction, vous avez bien compris qu'il va se passer un gros temps de réflexion ou un petit temps suivant les sujets. Ça peut être très simple ou pas, mais de co-construction ensemble où on va d'abord vous faire parler de vous, en réalité, de votre entreprise, de la façon dont vous voulez travailler les choses, de ce client spécifique si c'est un contrat spécifique et non pas général. Et là, ensuite, on rentre dans le rédactionnel. Voilà, sans dire que c'est forcément du sur-mesure, mais il y a quand même une grosse partie d'un contrat commercial qui est forcément sur mesure pour justement remédier à l'avenir à ces questions d'objectifs. Si on n'a pas suffisamment échangé avec vous sur le contenu, évidemment que le contrat il va être bancal à l'arrivée. Parce que s'il s'agit juste de prendre une maquette, et Dieu sait qu'il y en a partout des maquettes, vous pouvez vous en trouver sur Internet, vous tapez contrat d'agent commercial, vous allez avoir 50 contrats d'agents commerciaux qui vont dérouler sur Google. Bon, sauf qu'ils ont été faits pour une personne en particulier, dans une relation en particulier. Encore une fois, si vous faites un copier-coller, ben, vous risquez chausser du 41 alors que vous faites du 43. Donc à un moment donné, on marche 5 minutes, mais à un moment donné, on commence à avoir mal aux pieds. Donc, il nous reste un peu moins d'un quart d'heure. Donc, à partir de maintenant, je pense qu'il faudrait passer un peu moins de temps sur chaque question. Si c'est possible, il nous en reste Alors 6. ça tombe bien parce que les éléments suivants sont plutôt des cas vraiment très spécifiques sur la question de la sous-traitance. On nous pose la question de savoir qu'est-ce que c'est précisément la sous-traitance et les informations à faire figurer dans ce type de contrat. Tiffany, si tu... Alors, moi, j'aime bien cette question parce que le contrat de sous-traitance, comme je vous l'ai un petit peu dit, on l'a introduit en vous parlant des marchés publics, c'est un point de vue de la sous-traitance. En parlant du RGPD, c'est un autre point de vue de la sous-traitance. Donc, vous dire qu'entend-on précisément par sous-traitance, moi, je vous dis, c'est quel est votre partenariat, quel est votre modèle, qu'est-ce que vous envisagez comme business model, dans quelle situation juridique vous vous trouvez, pour, en fonction de la matière compétente, vous donner une définition de sous-traitance. Après, pour la question, en fait, plutôt, on est dans une relation commerciale où on est un donneur d'ordre. Je préfère le terme de donneur d'ordre. Et comment, en fait, encadrer les obligations d'un donneur d'ordre par rapport à son prestataire, ce qui est beaucoup plus clair que sous-traitant. Dans ces cas-là, il y a plusieurs modalités à mettre en place. Déjà, c'est définir est-ce qu'on est dans une situation d'obligation de moyens ou d'obligation de résultat. Ça veut dire, est-ce que l'obligation qu'on va imposer à son prestataire, c'est de fixer un objectif ou de mettre tout en œuvre pour atteindre ce résultat-là. Donc déjà, à partir de là, ça permet de cadrer la situation. Et ensuite, eh bien, c'est de mettre en place des indicateurs, justement, qui vont vous permettre d'identifier si, eh bien, comment ce prestataire accomplit sa mission et mettre en place des procédures de contrôle de la qualité ou de contrôle du service rendu. Donc, ça peut être aussi dans le cadre de la vente, ça sera les garanties de conformité, donc de la conformité du bien à ce que l'on a commandé. Dans le cadre des prestations de services, c'est la conformité dans les délais de livraison, dans l'expression des besoins qu'on a fixés au départ. Et donc tout cela, ça va encore dépendre au départ du modèle d'affaires et du projet commercial que vous avez envisagé pour savoir rédiger qu'est-ce qui est vraiment nécessaire.
Là, tu soulevais la question des contrats de sous-traitance. On nous posait la question aussi de savoir quelle clause il pourrait être intéressant de mettre dans un contrat de prestation informatique, qui est un contrat quand même très spécifique, pour le coup, même sans rentrer trop dans le détail. Est-ce que tu as quelques pistes à donner? Alors oui, sur le contrat de prestation informatique, eh bien, la première chose, c'est qu'il y a une diversité, il y a une très grande diversité de prestations informatiques. Là, déjà, rien que dans les exemples, il y a le service de maintenance, il y a de l'infogérance, il y a l'édition de logiciels. Donc la question de savoir d'abord, c'est quels sont les services que vous allez proposer dans le cadre de la prestation de service, vous allez proposer de l'hébergement ou pas, et à partir des différentes thématiques donc de prestation de services commercialement et opérationnellement que vous allez offrir, on va pouvoir monter les principales clauses pour encadrer la relation, donc ils vont déterminer de quoi il s'agit, donc définir la prestation de service juridiquement parlant, définir comment elle sera exécutée, définir les procédures de contrôle. Typiquement, dans ce cas de figure, ce sont des niveaux de service, par exemple, parce que vous mettez en place des obligations, de moyens renforcés qui sont quasi de résultats. Par exemple, sur un fournisseur d'accès à Internet, la majorité s'engage à 99,5 voire 99,7% de disponibilité du service. Donc, toutes ces questions-là, posez-vous pour savoir quel est le contrat informatique, quelles sont les clauses à rédiger. C'est d'abord quels sont les services, les prestations de services que je vais proposer à mon client pour savoir ensuite quelles sont les clauses qui sont adaptées. Et alors, justement, après, même si on a bien suivi tous les conseils qu'on a pu donner à tout le monde ce matin, justement, comment se protéger derrière en cas de litige si on a des difficultés dans l'exécution d'un contrat et éventuellement en cas d'impayé? Alors, la protection principale en cas de litige, c'est un ensemble de facteurs. D'abord, c'est en lien avec opérationnellement ce que vous avez mis en place. Est-ce que vous avez est-ce que vous avez fait un devis, vous avez mis en place un cahier des charges, est-ce que vous avez mis en place un calendrier prévisionnel pour définir les étapes? Alors, même si ça ne vous donne pas l'impression que c'est un processus typiquement contractuel, mais ça a un impact en fait dans le contrat commercial qui va permettre de limiter les litiges, ou en tout cas, s'il y a des différends, de faire en sorte que ces différends soient, en cas d'interprétation devant le juge, interprétés en votre faveur, parce que vous avez en fait cadenassé ou formalisé chacune des étapes de l'exécution de votre contrat. Après, la question aussi, c'est comment, si finalement vous devez en arriver au litige, comment limiter votre responsabilité ou l'enjeu en fait financier de ce litige. Et bien là, il existe des clauses de plafonnement d'indemnité qui elles aussi ont un impact en fonction des étapes que vous avez mis en amont de manière très opérationnelle dans l'exécution de votre mission, qu'on va venir décrire dans le contrat, mais à condition que vous les mettez aussi réellement en œuvre dans le déroulé de votre relation commerciale avec le client. Et enfin, en cas d'impayé, alors il existe bien sûr les mesures des procédures de référé qui existent ou dont Pierre va définir d'autres procédures amiables. Mais la première question qu'on peut se poser et que celui-ci sera analysé dans le cadre de la rédaction contractuelle, c'est à quel moment je facture, pourquoi je facture et est-ce qu'il n'y a pas des points de friction qui reviennent de manière assez régulière quand je facture, par exemple, qu'à la fin de la mission, mon risque d'impayé est-il plus grand que si je facturais en plusieurs étapes après la livraison d'un acompte ou à la signature de contrat pour un acompte ou à la livraison d'un premier jet ou d'un premier document. Donc aussi, cette analyse contrat du contrat peut aussi permettre en fait d'identifier des problématiques financières qu'on pourra résoudre en amont. Je suis tout à fait d'accord avec Tiffany. Là, ce point de la question des impayés et de la suivi en fait de la partie financière du contrat, c'est-à-dire que souvent on a de manière opérationnelle un œil très appuyé, qu'on soit nous rédacteurs ou vous dans le cadre de l'entreprise, sur le contenu même des obligations, la prestation en elle-même. Et on s'aperçoit très souvent dans la pratique que les questions de modalité de paiement, de gestion de l'impayé sont très souvent renvoyées là, pour le coup, à du copier-coller, de clauses un peu type qu'on peut être amené à vous proposer, mais sans forcément penser à mal, c'est-à-dire qu'on va vous proposer, nous, un cadre de gestion
de la facturation de l'impayé, de suivi des paiements du client et éventuellement de recours, comme disait Tiffany. Mais la réalité, c'est que il faut que ces clauses que l'on peut être amené à écrire soient cohérentes avec votre pratique en interne. C'est-à-dire qu'on peut écrire les meilleures choses dans un contrat, prévoir des appels de provision, des acomptes, un certain nombre de choses en matière de garantie. Mais si en réalité, vous ne les pratiquez pas derrière au client parce que systématiquement, par exemple, vous faites des distorsions parce que ce client-là, vous le connaissez bien, donc on change la règle, on n'appelle pas les provisions, on décale, on fait un certain nombre de choses, ou parce que, comme le disait Tiffany, à l'issue de la mission, il peut arriver qu'on ait oublié de facturer ou qu'on diffère avec la facturation ou qu'on étale des modalités de paiement un petit peu différentes qui ne sont pas cadrées dans le contrat et en réalité, devant le nombre d'opérations économiques que vous avez à suivre, on ne fait plus réellement un bon suivi en interne de ces paiements des clients et de ce compte client. On se retrouve des fois avec des difficultés où on voit grossir, nous, en tant qu'experts comptables, des postes clients de manière importante, on les voit dériver. C'est là où on peut avoir un rôle aussi d'anticipation à vos côtés, de venir au maximum pour venir dire, attention, là, vous êtes en train de dévier des conditions que vous aviez prévues dans vos contrats. Donc, il y a deux solutions. Soit, effectivement, vos conditions contractuelle, votre politique contractuelle ne correspond plus à votre pratique et il faut peut-être qu'on la refonde. De manière générale, c'est aussi un bon exercice de se dire que les conditions de politique commerciale que l'on applique ne sont pas figées une fois pour toutes. On les fige au démarrage de l'entreprise, mais il faut les faire évoluer comme n'importe quel contrat et les remettre au coin du marbre aussi en fonction de votre pratique réelle. Et pour éviter ces impayés, c'est effectivement d'aller au maximum en amont de la procédure de paiement, c'est-à-dire les suivre au maximum, quitte à avoir recours à des sociétés d'aide au recouvrement, qui ne sont pas forcément des choses très agressives, mais qui peuvent vous aider aussi à gérer ce poste client. Ça peut être l'expert comptable, ça peut être des structures en dehors. Et puis, Tiffany l'évoquait tout à l'heure, avant même d'en arriver à l'étape ultime qui est le contentieux, qu'on cherche par nature quand même à éviter aussi par le contrat, c'est l'intérêt du contrat, c'est de ne pas aller au contentieux, ou à minima, si on y va, de connaître à peu près la règle du jeu. Il y a une étape intercalaire qui est aussi la période de conciliation dans laquelle on peut, de gré à gré avec son co-contractant, aussi faire de la conciliation sans forcément aller au tribunal. Et il ne faut pas l'oublier, quand même une obligation légale aussi dans un certain nombre de contrats à destination de clients particuliers qui impose la mise en place de services de médiation. Ça, c'est un point qui est très souvent oublié par les entrepreneurs. Quand vous êtes dans une relation B2C, vous avez une obligation d'adhérer à un service de médiation, d'informer votre co-contractant du service de médiation et des modalités de recours à ce service de médiation ou de conciliation dès l'étape justement des conditions générales de vente, avant même le devis. Donc ces éléments-là doivent être connus en face et on doit ouvrir cette voie aussi à la médiation. C'est pas simplement pour l'idée de différer le contentieux, mais il y a une grosse économie à faire aussi pour l'entreprise à passer par ces systèmes. C'est pas relativement cher, c'est assez peu coûteux comme opération, le service de médiation, et tous les sujets qui sont amenés en médiation, alors à condition de rentrer dans les conditions, ont quand même des hypothèses de sortie assez favorables et c'est aussi une façon de gérer sa politique commerciale, de dire voilà, moi je ne suis pas forcément un va-t-en-guerre, je n'ai pas pour objectif d'aller non plus systématiquement au contentieux. On veut gérer aussi cette partie-là, mais ça veut dire de dédier en interne, soit que le dirigeant, soit qu'une personne du staff soit en capacité de gérer cette partie-là, du recouvrement, de l'impayé, de la médiation éventuellement, parce que ça prend du temps malgré tout dans la gestion post-production. Et en parallèle de ça, on a des questions sur l'optimisation. Alors, on évoquait plus avec Tiffany en préparant le rendez-vous, pas réellement les optimiser, mais déjà les prévoir. Ces clauses de suspension ou de résiliation seraient déjà une bonne chose, parce que les optimiser supposerait qu'elles existent. Mais si tu peux compléter cette partie, comment on peut effectivement avoir quelques outils pour un petit peu les optimiser quand même, néanmoins. La question, en fait, aujourd'hui, il y a une grosse évolution qui existe avec notre temps, c'est le contrat électronique et aussi les moyens
électroniques qui peuvent être mis en place eh bien, pour faciliter opérationnellement la mise en œuvre de la résiliation et de la suspension. Vous voyez, par exemple, quand vous prenez vos applications mobiles, des modalités de pouvoir résilier parfois à la semaine ou tous les mois vos contrats et par des boutons. Ce n'est pas juste l'apanage en fait des éditeurs, des éditeurs d'applications mobiles, pardon, de pouvoir résilier ou de suspendre en fait ces services-là. C'est une modalité de suspension et de résiliation plus flexible, plus rapide, peuvent aussi être mises en place dans tout type de contrat commercial. Le Code civil le prévoit. Il prévoit aussi, ça peut être très particulièrement utile en fait quand vous êtes dans des contrats informatiques où la totalité ensuite de la prestation va être réalisée de manière électronique ou à distance. Il nous reste les 3 dernières slides. Promis, on va faire assez rapidement, Alice. On va essayer de se contraindre. Là, on a vu les 2 premières vraies étapes du contrat, à savoir sa mise en place, sa poursuite. Là, on évoque la question éventuellement de la tacite reconduction, savoir si elle est légale ou pas. En principe, elle n'est pas interdite, par exemple, de savoir pour la poursuite d'un contrat. Elle peut être prévue, hein, ça peut être une modalité prévue, alors sauf quelques cas rares où la loi interdit sur certains types de prestataires, mais pour des questions déontologiques souvent, la reproduction permanente de contrats qui doit être renégociée. Certains marchés publics aussi, mais on ne va pas rentrer dans le détail. Mais voilà, enfin, la survie du contrat, en tout cas, elle peut toujours être organisée et sa poursuite également. La question qui se pose aussi, c'est qu'est-ce qui se passe en cas de rupture, puisque là, on a vu, bon, le but, c'est pas d'aller à la rupture, mais parfois, elle peut arriver. Et là aussi, notre travail, c'est de l'anticiper. La question qui nous était posée, c'était de savoir, de manière générale, à qui le client appartient dans le cas d'une rupture de contrat. Bien, là, ça dépend. Pardon, je pensais que tu allais enchérir tout de suite. Et là, la question, en fait, c'est d'abord, qu'est-ce qu'on a prévu dans le cœur du contrat? Parce que selon le projet en fait qu'on a mis en place, il peut soit, si on est dans le cadre d'un apporteur d'affaires, eh bien, le client n'appartient pas à la société, quand bien même on lui a payer des commissions. Dans le cadre d'un agent commercial, c'est pareil. Si on est par contre dans le cadre d'un contrat de distribution, eh bien oui, même si on a réalisé les ventes de manière dans le cadre d'une autre société, eh bien la vente, elle a été faite chez le prestataire, sur le distributeur, et du coup le client va appartenir au distributeur. Donc en fait, la question de à qui appartient le client en cas de rupture de contrat, ça dépend en fait du contrat dont on parle et du montage commercial qu'on est venu faire. Et donc on en revient en fait au sujet du départ, à l'audit juridique qu'on a fait initial de votre modèle d'affaires. Et si tant est, si je peux compléter le propos de Tiffany, si tant est qu'un client puisse appartenir à quelqu'un, c'est-à-dire qu'en réalité, la difficulté, c'est que là, c'est aussi sémantique, mais la clientèle nous appartient, c'est-à-dire les clients qui nous ont consommé quelque chose. Par nature, le client n'appartient à personne. C'est-à-dire que même si je prévois juridiquement des choses, le client, malgré tout, demeure, lui, toujours libre de faire un certain nombre de choses. La question qui se pose à rebours, c'est quel est mon comportement, moi, à l'égard des clients ou de la clientèle qui reste dans le cadre d'un contrat dans lequel je ne vais plus poursuivre. En réalité, c'est ça. C'est la question qu'on peut être amené à se poser au-delà du contrat commercial. C'est quand je vends mon entreprise, par exemple, ces clients, ils appartiennent à qui? Ils appartiennent à l'entreprise ou ils appartiennent à moi parce que je les connais depuis un certain nombre d'années. Tiffany l'a dit, tout dépend de ce que l'on va écrire dans le contrat et comment on l'écrit. Mais ça n'interdira jamais à un client d'aller où il veut, en réalité. La question c'est je ne me réapproprie pas ce que j'ai vendu ou ce que j'ai déjà concéder à quelqu'un d'autre. C'est là où il faut faire attention à ce qu'on écrit. Et ça, c'est un vrai sujet qui intéresse
pour nous aussi techniciens sur la partie expertise comptable, puisque je sais qu'il y a quelques experts comptables aussi autour de la table, ça pose une vraie problématique sur la valeur de l'entreprise. La valeur de l'entreprise, elle est directement liée aussi à la notion de propriété de la clientèle. C'est-à-dire qu'on n'évalue pas de la même façon une entreprise qui est un pur prestataire pour le compte de tiers et qui a produit du chiffre d'affaires sans avoir réellement de client direct, si ce n'est son client principal. La valeur de la clientèle est un élément important qui doit s'analyser aussi à l'aune du juridique dans le contrat. Et on en tire des conséquences sur la valeur économique de l'entreprise quand on veut la céder, la donner ou faire des opérations. Dans le déroulé de ça, quand le contrat se finit, on a souvent des confusions, une petite double confusion qu'on va avoir là sur les 2 slides en suivant pour en finir, qui est que quand le contrat s'arrête, on évoque souvent avec nous la question de comment on peut garantir la confidentialité et justement le fait de l'absence de concurrence. Alors on l'a scindé en deux avec Tiffany, mais la question de la confidentialité qui nous était posée, on nous demandait de savoir si une clause de confidentialité sur 5 ans à compter de la date de fin d'intervention serait valable et si elle doit être rémunérée. Alors avec Tiffany, on était assez embêtés sur la question parce qu'en réalité, on aurait tendance à répondre oui et non. Puisque là encore, sans vouloir ne pas vous aiguiller sur le sujet, il est difficile de dire si une clause de confidentialité est cohérente avec un contrat ou pas, parce qu'en réalité, elle va dépendre justement de la nature même du contrat. La première question qu'il faut se poser, on l'a dit tout à l'heure, c'est prévoir une clause de confidentialité s'il n'y a rien de confidentiel dans mon contrat et dans la relation avec mon co-contractant n'a aucun sens. Donc on en revient à ce qu'on a mis en propos introductif sur les clauses un petit peu cosmétiques qu'on pourrait être amené à mettre, mais qui en réalité n'ont pas de fondement dans le contrat. Je m'explique. Si vous intervenez dans un marché qui est complètement ouvert, dont tout le monde sait qui sont vos clients, qui sont vos process de vente, qu'est-ce que vous voulez protéger avec de la confidentialité? À l'inverse, vous avez un marché très complexe, très fermé, avec très peu d'intervenants, une vraie plus-value dans des process de travail ou dans un produit, un secret d'affaires. La notion de confidentialité, là, présente un sens, mais intuitivement, vous comprenez bien que si cet élément nécessite d'être confidentiel, pourquoi le limiter à 5 ans? En réalité, il a besoin de rester confidentiel tant que cet élément est nécessaire finalement à la survie de l'entreprise et son fonds de commerce. Pourquoi le protéger 5 ans plutôt que 10 ans ou autre? Il faut bien comprendre que la notion de confidentialité, si les parties estiment qu'un élément est indispensable et doit être protégé au titre de la confidentialité, finalement, la question à la fois de la rémunération et de la durée n'est pas un sujet. Elle est la contrepartie finalement d'un autre élément du contrat, qui est le prix de la prestation ou d'un certain nombre de choses. Alors on peut la rémunérer, Tiffany reviendra dessus, mais en réalité, il ne faut pas la confondre avec la vision que l'on peut avoir de la confidentialité ou de la clause de non-concurrence qu'on pourrait avoir en tant que salarié dans une entreprise avec des réglementations qui, elles, sont très spécifiques. Alors, pour enchérir sur ce sujet, avant de laisser Pierre répondre sur la question 13, alors, la rémunération, on ne va pas chercher à rémunérer l'accord de confidentialité parce que ça répond exactement à la problématique de Pierre. C'est quand on a fini de rémunérer, ça veut dire qu'on n'est plus lié par la clause de confidentialité, ça veut dire qu'on n'est plus lié par le secret et donc ça serait tombé dans le domaine public. C'est contre-productif. En revanche, ce qui serait beaucoup plus efficace, c'est de mettre en place et donc, il faut le prendre avec des pincettes parce que la jurisprudence n'aime pas en général ce genre de clause, mais elle peut avoir un véritable intérêt dans le cadre de la confidentialité. C'est la mise en place de clauses pénales dissuasives c'est-à-dire une menace, une épée de Damoclès à la personne à qui vous allez confier votre secret ou à contraindre à la confidentialité, justement pour vous garantir que cette personne n'aura pas envie en fait de le révéler ou de l'exploiter, et dans ces cas-là, pouvoir aussi faire jouer, si vous pouvez démontrer en fait que cet accord de confidentialité a été violé, pouvoir aussi prédéterminer le préjudice et l'indemnité que vous souhaitez avoir dans le cadre de cette violation. Sachant que, comme le disait Pierre, si c'est un véritable secret, le fait de le violer
même une indemnisation ne pourra pas, une clause pénale ne pourra pas réparer le préjudice, vu que c'est le secret, en fait, c'est la révélation du secret qui est ce préjudice-là. Et pour en finir, c'est vrai qu'on avait isolé la question de la non-concurrence parce que en réalité, là aussi, il y a souvent une erreur d'interprétation, mais qui est assez commune sur ces clauses de non-concurrence, parce que la terminologie est la même que dans le droit du travail. La question qu'on nous posait, de manière générale, mais quelles que soient les variables, c'était de savoir si une clause de non-concurrence qui interdit de démarcher des clients sur une période de 24 mois, à la fin du contrat, on suppose, sans contrepartie financière, serait-elle valable ou non? Mais en réalité, la loi n'impose pas de contrepartie financière à la clause de non-concurrence. Encore une fois, l'erreur d'interprétation vient du fait que dans le cadre du contrat de travail, pour qu'une clause de non-concurrence soit applicable, il faut, un, qu'elle n'ait pas été levée par l'employeur, et deux, qu'elle fasse l'objet d'une rémunération conformément à la convention collective ou au contrat. Donc ça veut dire que on doit rémunérer dans le cadre du contrat de travail cette clause pour qu'elle puisse rentrer en application. Là, encore une fois, c'est un très bon exemple de l'absence de fusion entre le droit du travail et du droit commercial. C'est le code de commerce ne raisonne pas comme le code du travail en termes de déséquilibre entre les parties où il faudrait protéger une partie plus qu'une autre, ce qui est le fondement même du droit du travail. On protège par principe, juridiquement au moins dans le cadre, le salarié par rapport à l'employeur. Là, le code de commerce partait par prérequis que le code de commerce part d'une idée simple, à savoir que les parties sont équilibrées et on négociait de bonne foi les clauses qui sont convenues entre elles. Donc, à partir du moment où elles sont convenues d'une clause de non-concurrence, qu'elles soient rémunérées ou pas, renvoie purement aux conditions du contrat. Mais attention, encore une fois, la durée, les modalités financières doivent néanmoins se comprendre à l'aune de la bonne foi des parties. C'est-à-dire que, encore une fois, il faut protéger un intérêt légitime par cette clause de non-concurrence. Si l'activité ne nécessite pas d'avoir une protection de cette nature-là, on peut prévoir les mécaniques que l'on souhaite. S'il apparaît au juge qu'elles sont disproportionnées, il pourrait tout à fait, c'est ce qu'évoquait tout à l'heure indirectement Tiffany dans la notion de clause pénale, qu'elles puissent être considérées comme un petit peu abusives et n'intégrant pas finalement une indemnité qui est légitime de la personne qui a subi le dommage. En revanche, s'il y a un vrai intérêt légitime, mais encore une fois, c'est le vrai fondement de la question, c'est à chaque fois de toujours se poser la question, de ne pas simplement faire un copier-coller, mais d'aller chercher le motif pour lequel on voudrait mettre cette non-concurrence au même titre que la confidentialité. Elle n'a de sens que si réellement la personne est en capacité de me faire concurrence ou pas. Donc 24 mois, peu importe à la limite, ça pourrait être 24, 12, 18, 3 ans, 10 ans, en fonction de la cohérence de la durée aussi de vie du contrat. C'est-à-dire qu'il semble quand même difficile aussi dans la jurisprudence d'accepter une période de non-concurrence dont la durée serait supérieure à la durée elle-même de vie du contrat. Encore que dans certains cas, ça pourrait s'envisager sur des cas très spécifiques, mais là aussi, l'intérêt va être de documenter le préambule du contrat pour expliquer pour quel contexte cette clause est indispensable. Et la rémunérer ou pas, finalement, si elle n'est pas rémunérée, on va considérer que indirectement, cette obligation, elle a déjà été rémunérée dans le prix de la prestation qui a été payée au fil de l'eau. Voyez. Donc là encore, le propos est très général, on peut le concevoir, mais ce qu'il faut en retenir réellement sur l'ensemble des sujets, c'est que il faut systématiquement se poser la question du contrat pour soi et non pas de prendre un cadre juridique comme s'il était imposé par le Code de commerce, ce qui n'est pas la réalité. Le Code de commerce nous donne une architecture globale avec le Code civil. Après, à chaque entreprise de s'approprier ça et de mettre en musique les clauses spécifiquement en fonction de ses besoins. Alors, si je peux juste compléter sur les deux questions qu'on peut traiter en une, qui ont été posées concernant la hiérarchie entre les conditions générales de vente et les
conditions générales d'achat ou la supériorité de conditions d'appel d'offres du public, on peut les traiter ensemble. S'agissant en reprenant en fait ce fameux article L441 du Code de commerce, -1 du Code de commerce, qui dispose, ça fera aussi en fait la boucle est bouclée avec l'introduction, qui dispose que le socle de la négociation, ce sont les conditions générales de vente. C'est-à-dire que sur la base, alors concernant la question 1 sur la supériorité entre les conditions générales de vente et les conditions générales d'achat, ce qui va s'imposer, ce sont les conditions générales de vente. Par contre, très souvent, et là, je rattache en fait sur les conditions d'appel d'offres publiques, très souvent, les juristes qui les ont rédigées sont parfaitement conscients de cela et vont traiter des thématiques qui n'ont pas été traitées dans les conditions générales de vente pour venir s'insérer de manière la plus harmonieusement possible et ajouter des obligations qui n'ont pas été anticipées. Donc c'est là où je vous invite, que ça soit dans les appels d'offres publics, parce que dans le cadre d'appels d'offres publics, c'est l'appel d'offres publics, c'est l'acte d'engagement au final qui vaut la peine, et dont on voit de plus en plus apparaître dans les appels d'offres publics la demande en fait de fournir ces conditions générales de vente qui font partie du mémoire technique, c'est-à-dire qui font partie de la candidature. Donc soyez vigilants vis-à-vis de ça. Et le point commun entre les CGA et les appels d'offres publics, c'est que très souvent, les thématiques qui sont traitées ne sont pas les mêmes que celles dans CGV, ce qui veut dire que les deux sont valables, tout devient un acte entier, et donc aussi être vigilant s'il n'y a pas des problèmes de correspondance sur les thématiques abordées et sur votre politique générale de limitation de responsabilité. Donc, merci à tous d'avoir participé à ce direct du droit. Vous retrouverez le replay du webinaire qu'on va vous envoyer dans le mail de remerciement dans la foulée. Et le prochain direct du droit aura lieu le 8 juillet et portera sur la transmission d'entreprise. Bonne journée à tous et merci à nos intervenants. Merci à toutes et tous. Bonne journée. Au revoir. Bonne journée.